Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, c'est pas Khaldrani qui présente ce numéro du Café Presse Politique, c'est moi-même. C'est à peu près mon histoire, hein. Ça ressemble un peu à l'époque où Khaled était en prison et où on parlait beaucoup de l'actualité des détenus. On y est retourné, cette actualité des détenus qui domine tout le reste de l'actualité politique. On va faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Khaldrani, en fait, a repris son bâton de pèlerin. Il était sensible à la question des détenus avant d'aller en prison. Il y est encore plus sensible une fois sorti. Il est descendu représenter la solidarité professionnelle donc à Tamnaraset auprès de la famille de Rabah Karesh. Rabah Karesh, dans la chambre d'accusation de Tamnaraset, a confirmé la détention en détention provisoire pour défiler à la profession de journalisme. Voilà, c'est une porte d'entrée au menu de ce café presse politique un peu particulier parce qu'il sera beaucoup question de la vague de répression qui s'est accélérée durant ce mois d'avril et qui nous amène aujourd'hui à nous poser de très très sérieuses questions à la fois sur l'avenir de la cohabitation entre les Hirak et le pouvoir et l'avenir du pays. Pour parler de cette actualité, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Zoubida Assoul, présidente de l'UCP. Marhaba bik. Merci Hassan. Pour la première fois à Radio M, j'imagine Walid Kshida. Ouais, c'est pour la première. Merci. Là, شرعية السجون كيفاش الهاشتاج تاعك؟ Non, ça c'est autre chose. Le hashtag تاعي وقتنا نبريوها. وقتنا نبريوها. Très content de t'accueillir Walid au Café Presse Politique. Et puis pour décortiquer cette analyse complexe, cette situation complexe, l'analyser avec nous, alors avec Ali Boukhlef de Liberté, avec en plus cette actualité, Rabah Karesh et de Liberté. Il y a eu un premier piquet devant Liberté donc en début de semaine dernière, dimanche passé. J'imagine qu'il y en aura un autre dimanche puisqu'il est toujours en détention. On peut déjà commencer par rapidement dire un mot sur la situation des journalistes avant d'engager sur le reste de l'actualité et le harcèlement que subissent les partis politiques. On a déjà cité l'UCP, mais il y a aussi le PST qui a subi à peu près les mêmes poursuites. Et on consacrera un moment à cette séquence-là. Alors, au même moment que Rabah Karesh est en prison, lui, il est en détention provisoire, il y a aussi notre collègue Saïd Boudour qui est toujours en garde à vue prolongée à Oran pour une affaire dont on ne connaît pas les tenants et aboutissants pour le moment. Liberté et Rabah Karesh, qu'est-ce qui s'est passé hier Alors, Rabah Karesh est un journaliste qui, on en a parlé, je pense, la semaine dernière avec Karim Kibir ici. Rabah Karesh était le dernier journaliste de la presse, disons, libre et indépendante à rapporter ce qui se passait à Tamrast. Les autres médias sont malheureusement tous entrés dans le politiquement correct. Lui, il continue de dire que les habitants de cette ville-là, de cette région-là, manifestaient pour diverses raisons. Et en l'espèce, dans le cas qui lui a été reproché, c'était une manifestation pour contester le découpage administratif. Donc, c'est des habitants d'une commune de Tamrast pour des raisons parfois sociologiques, parfois économiques et parfois politiques, ont dénoncé cela, et lui, il a rapporté. Et pour se détourner de l'obligation, de l'interdiction plutôt d'emprisonner un journaliste qui est considéré dans la Constitution, ils ont sorti la même loi qu'ils appliquent pour tout le monde, c'est la loi sur les réseaux sociaux. Donc ils lui ont reproché d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux la vidéo de la même manifestation et le papier qu'il a écrit sur Liberté sur la même manifestation. Il a été accusé d'atteinte à l'unité nationale. Lui qui, natif de Kabylie, a choisi de s'installer à Tamrast pour rapporter les faits de cette ville. Mais auparavant, il a été convoqué au moins 5 fois. C'est à peu près le même procédé qu'ils ont utilisé pour Khaldrani et pour d'autres journalistes aussi. Il est convoqué par les services de sécurité, il est interrogé parfois sur des questions absolument hallucinantes.
du genre, qu'est-ce que tu viens faire ici à Tamanrasset, toi qui es né à Tizi Ouzou, des histoires de ce genre. Et puis à un certain moment, on cherche à savoir qui est derrière toi, alors qu'il n'y a personne derrière les gens. Et quand il n'a pas arrêté de couvrir les manifestations, il a été tout simplement mis en détention. Et c'est un acte arbitraire de plus. J'espère qu'il va retrouver sa famille bientôt, au même titre que Saïd Boudour, qui vient de subir une deuxième injustice avec cette arrestation. Il y a 6 jours de détention. Et aujourd'hui, j'apprends aussi que Qadour Chouicha et sa femme Djemila Loki, qui est aussi correspondante de Liberté, ont été interpellés cet après-midi. Ça veut dire que la répression ne s'arrête pas. Alors, puisqu'on évoque la répression, il y a une liste d'arrestations ces derniers jours, d'interpellations. On doit ajouter l'interpellation de Hicham Riyad, qui est président du Rassemblement de la jeunesse qui réside à Blida, qui a été raflé de chez lui, de son lieu de travail par la gendarmerie, et qui est surtout, pour nous, moi en tous les cas, ça me parle beaucoup, cofondateur de Nidat Nouachrin en octobre dernier, même si son organisation l'a quitté, mais il a produit cet ijtihad de vouloir réunir tous les acteurs du Hirak, et continue d'ailleurs à travailler pour cela. Et ça, effectivement, avec l'interpellation de monsieur et madame Chouicha, aujourd'hui à Oran, on en arrive à nous poser, mettre sur la question de savoir, est-ce qu'on veut empêcher l'exercice de l'expression politique en Algérie. Aujourd'hui, c'est l'avenir de l'UCP qui est en jeu, on va en parler tout de suite. L'avenir légal. De toutes les manières, ce qu'on remarque malheureusement au fil du temps, c'est qu'il y a une escalade de la répression, tout azimut d'ailleurs, aussi bien contre les journalistes, les activistes du Hirak, les interpellations. Et même aujourd'hui, on rentre dans les maisons des gens, on fait des perquisitions assez musclées qui ne trouvent pas tellement leur justification. Mais aujourd'hui, le pouvoir inaugure, en tout cas la nouvelle Algérie du chef de l'État, Majid Tebboune, s'annonce très mal pour les libertés en général. Mais cette fois-ci, ils ont quand même inauguré une étape assez dangereuse, c'est de s'attaquer aux partis politiques de l'opposition. Comme vous le savez, je pense qu'on a rendu public un communiqué pour répondre un peu au ministère de l'Intérieur, à son communiqué d'ailleurs qui comporte des menaces contre moi. Celui de jeudi dernier. Celui de jeudi dernier, qui d'ailleurs ne porte pas de date, ni de griffe, ni de signature de son auteur, sauf le cachet du ministère de l'Intérieur, et qui a été largement diffusé, aussi bien national qu'international. Et là, je pense que d'abord, ça prouve une chose, que le pouvoir est vraiment aux aguets, parce qu'au lieu de s'occuper des vrais problèmes des Algériens, au lieu d'essayer de trouver une issue politique à cette impasse, au lieu vraiment de regarder de près qu'est-ce qui pourrait être possible à faire sur le plan économique, c'est le chaos pour tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas nous, l'opposition, qui le disons, mais c'est toutes les organisations patronales, toutes les entreprises, on écoute, on regarde les chiffres, on voit le nombre de milliers d'emplois qui ont été perdus, donc avec toutes ces conséquences sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat des citoyens. Au lieu de s'occuper de cela, aujourd'hui, le chef de l'État a décidé d'abord de nous intimider, parce que moi, personnellement... Dans le cadre du CP, oui. On vous a demandé de vous mettre en conformité, vous avez tenu le congrès. On a tenu notre congrès, oui. Est-ce que c'est toujours sur cette base-là que vous êtes poursuivi ? Non, c'est-à-dire on n'est pas poursuivi. En fait, il y a quand même un amalgame dans la terminologie. En fait, poursuivi, c'est du pénal. Non. Le ministère de l'Intérieur nous a envoyé... Pas le Conseil d'État, voilà. Auprès du Conseil d'État. Voilà. Pour moi, c'était ça. Le ministère de l'Intérieur, avant son communiqué, nous avait envoyé une mise en demeure pour organiser notre congrès sous quinzaine. Malgré qu'il sait la situation pandémique dans le pays, il n'y a pas de vol, il y a un manque de transport en commun entre les villes, etc. Mais on s'est conformé, on a tenu notre congrès dans le délai des 15 jours. Maintenant, pour communiquer au ministère de l'Intérieur le PV de l'huissier de justice qui était présent, mais aussi les documents, la nouvelle direction et les amendements qu'on a apportés à nos statuts, qui devaient d'ailleurs être publiés, qu'on a publiés sur deux journaux quotidiens nationaux, nous avons 30 jours. Donc on a remis tout ça à un huissier de justice. Il est parti pour
pour remettre tout ça au ministère de l'Intérieur, il refuse de réceptionner. Même un huissier qui est un officier public, on refuse aujourd'hui qu'il puisse notifier. Cette mésaventure Le est arrivée PST aussi au PST. aussi, Mahmoud au El-Chidi, dans oui. une conférence de presse ce matin, l'a Tout dit. à fait, Quand absolument. on se conforme, on tient une assemblée, un congrès de mise en conformité. Les résultats de ce congrès ne peuvent pas être transmis à l'administration parce qu'elle refuse de les recevoir. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'on a décidé de toute façon, de stopper l'activité légale de l'UCP? On a envoyé à côté de cela de la procédure, et vous le savez bien, je suis une avocate et je connais bien la procédure, et on a envoyé le secrétaire général du parti pour remettre aussi les documents au ministère de l'Intérieur. Eh bien, il n'y a pas de récépissé de dépôt, donc on était obligé de les déposer au bureau d'ordre. Et donc, on n'a pas eu droit, justement, de voir le directeur des partis politiques et des libertés. Mais, en plus de ça, j'ai reçu exactement des menaces dans le contenu, le dernier paragraphe du communiqué du ministère de l'Intérieur, mais j'ai reçu aussi des menaces de la part du directeur général de la Sûreté nationale, qui me dit que les hautes autorités du pays vous somment d'arrêter vos activités, sinon vous prendrez vos responsabilités. Alors, mais on m'a fait... Ça a fait l'objet d'un référé de honneur pour essayer de suspendre vos activités. Ensuite, ça signifierait quoi, suspendre les activités? Pour eux, ça veut dire que Zoubida Hassan n'aura plus le droit de parler au nom de l'UCP, de se prononcer sur l'activité, sur ce qui se passe dans le pays, sur les événements, sur tout, je pense que c'est ça. Et une action au fond pour carrément dissoudre l'UCP. Voilà la situation, où est-ce qu'elle en est. Alors, mais on a au fond, c'est devant le Conseil d'État. C'est devant le Conseil d'État, les deux, parce que le Conseil d'État est la seule juridiction habilitée à régler le contentieux. Il va travailler sur le référé et sur le fond. Le contentieux relatif à la loi des partis politiques. Vous avez délibéré au sein du parti sur l'attitude à tenir? Nous sommes en réunion permanente, justement le bureau exécutif national est en réunion permanente depuis le temps, on discute, on se concerte, ensuite le Conseil national va se prononcer sur cela et on entreprendra les démarches à suivre par la suite selon la décision du Conseil et on rendra public certainement cette décision. Alors, il y a déjà une relation. Ce qu'il y a de commun, on peut le constater facilement, vous pouvez intervenir sur le sujet, c'est que les partis qui ont subi ces poursuites, aujourd'hui, c'est pas le terme poursuite, mais dont on essaie de stopper l'activité, en tous les cas de la mettre sous l'été noir, ce sont tous des partis du PAD. Il y a eu le RCD qui a eu ce problème-là, il y a eu le PT qui a eu une tentative des redresseurs de putsch au Parti des travailleurs, il y a eu le PST quasiment en même temps que l'UCP. Ça vous inspire quoi? C'est une démarche... En fait, les conservateurs, on a beaucoup parlé des conservateurs, ils ont fini par rejoindre les élections présidentielles. Ce matin, tu étais chez Makri Ali, donc il est dans les... On va en parler tout à l'heure en parlant des élections. Qu'est-ce qu'il est resté dans la classe politique de fidèles au Hirak? Ce sont ces partis-là et c'est à cela qu'on s'attaque, n'est-ce pas, Walid? Pas seulement, certainement, là on est en train de mener une attaque vraiment très arche et tout contre les partis qui restent toujours dans le Hirak, mais pas seulement, parce que comme vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'il y a des journalistes, il y a des activistes, il y a des personnes de toutes tranches de la société qui subissent une répression vraiment très grave, parce que là où on arrive au point où des personnes qui s'expriment d'une façon très normale, très simple et tout sur les réseaux sociaux et qui sont interpellées plus tard, c'est très grave. À ce point-là, c'est très grave. Là où on n'a jamais vu des personnes qui se font agresser dans les postes de police, etc. Donc ça, on arrive à un point vraiment très très grave et que on ne sait pas où est-ce que ça va aller. Alors, pour rester une minute sur encore le cas de l'UCP, Zoubida Hassan, vous disiez, en haut lieu, on dit l'UCP, ça pèse pas beaucoup, etc., c'est pas un parti influent, tout ça, et pourtant, en sachant sur l'UCP de cette manière-là, avec déclaration à l'intervention du ministre de l'Intérieur, du DGSN, qui a essayé de prendre contact avec vous, et tout ce qui s'en est suivi. Alors, je vous ai entendu dire que, en fait, vous avez le sentiment que
c'est votre activité dans le PAD, votre activité d'avocate auprès des détenus du Hirak, j'imagine aussi, votre prise de position, votre fidélité et attachement au mouvement populaire du Hirak. Mais vous avez dit, il s'est passé quelque chose. Vous avez, au même titre que vos collègues chefs de parti, reçu une délégation d'ambassadeurs de l'Union européenne chez vous, et c'est une activité publique. Vous avez le sentiment que c'est un fait qui les a particulièrement courroucés. Je pense parce qu'il n'y a pas d'autres raisons, me semble-t-il. D'abord, je pense que ce ne sont pas les raisons que vous avez citées, effectivement, sont les bonnes raisons pour eux pour s'attaquer à l'UCP, à ma personne. Mais aussi, il faut dire une chose, c'est que la position de l'UCP, la dernière proposition du 16 février 2021, quand on a demandé... on a fait une proposition pour sortir de ce blocage de la situation politique, économique et sociale. On a proposé l'organisation des élections présidentielles anticipées pour 2022 et un gouvernement de compétences nationales, parce que tout le monde sait que c'est la débandade actuellement, rien n'est géré sur tous les plans. Et donc je pense que aussi le CP est... J'ai entendu des gens dire que si Zoubida Assou s'est avancé autant, c'est un peu les mêmes. Hein. Pour dire cela, c'est qu'il y avait peut-être un clan dans le pouvoir qui était favorable à cette solution, se débarrasser d'Abdelmadjid Tebboune en 2022 de manière transitoire, avec un gouvernement, etc. Je n'en sais rien. C'est bien sorti de l'UCP. C'est bien sorti de l'UCP, bien évidemment. Si j'avais un clan derrière moi, je ne serais pas dans cette situation quand même. Je pense que la position de l'UCP et de ma personne, si on avait décidé, par exemple, comme d'autres ont fait ou l'ont fait, d'aller vers les élections législatives, je pense que le pouvoir, au contraire, il ne va pas nous interpeller, encore moins nous menacer de nous conformer. La deuxième des choses, c'est que ce même pouvoir qui aujourd'hui dit l'UCP, la présidente de l'UCP ne sont pas conformes à la loi, la présidence m'a envoyé l'amendement sur la Constitution avec un motard à mon bureau. Il m'a envoyé une copie de l'amendement de la loi électorale pour demander l'avis de l'UCP. Et du jour au lendemain, on devient... Et donc, ce serait aussi lié à cet épisode? Oui, cet épisode. Je ne comprends pas parce que c'est ça le deux poids, deux mesures. En fait, l'activité des ambassadeurs qui sont là, surtout ceux qui arrivent nouvellement, ils ont une tradition diplomatique, c'est qu'ils font le tour, un peu une visite de courtoisie pour tous les chefs de parti dûment agréés. C'est le cas de l'UCP. Nous avons un agrément de l'État algérien. Donc j'ai reçu des ambassadeurs, je ne l'ai pas caché, j'aurais pu ne pas en parler et ne pas rendre public. Mais quand on travaille dans la transparence, on n'a rien à cacher. Donc on a reçu des ambassadeurs, comme l'ont fait beaucoup de chefs de parti, du pouvoir, de l'opposition. Pourquoi l'UCP, quand il reçoit, ça pose problème? Ça, je n'en ai aucune idée. Il n'y a que le pouvoir qui peut évidemment donner les vraies raisons pourquoi cet acharnement et cet harcèlement, à la fois médiatique, mais aussi judiciaire maintenant. Mais aussi, j'ai reçu, on a même porté atteinte à mon bien. La police est venue, des dizaines de policiers pour prendre ma voiture devant mon bureau, garée devant mon bureau le jeudi passé. Et je ne comprends pas cela. Franchement, c'est quelque chose d'abord d'inacceptable, d'illégal, mais aussi, c'est vraiment, ça fait peur, quoi. Alors, on va essayer de se poser, de répondre aux questions ensemble. Alors, la séquence du 16 février, c'est avant le discours du 18 d'Abdelmadjid Tebboune, qui est un discours qui se voulait être un discours d'ouverture. L'idée, c'était... On va aller vers ces législatives dans un climat plus ou moins apaisé, donc avec les libérations, etc. On ne va pas refaire ce qu'on a fait pour les présidentielles et dans la foulée pour le référendum constitutionnel. Ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que là, on est sur le mois d'avril. J'ai fait mes calculs. On est à plus de 50 nouveaux mandats de dépôt. À plus de 50. Je crois que c'est un record. Et si on regarde bien, peut-être que les juristes me corrigeraient, il faut revenir à l'internement administratif du printemps 92 après l'arrêt du processus électoral pour retrouver ce tel niveau de répression. C'est extrêmement préoccupant. Et donc, ma question, c'est est-ce que c'est Tebboune qui s'est dédié, qui a changé de position, ou est-ce qu'il y a un clan de faux camps qui lui a fait la pression pour lui dire ta solution d'apaisement, Machim Leha, le Hirak, il a continué, on continue de scander les mêmes mots d'ordre, peut-être même des mots d'ordre un peu plus précis qui visent la police politique, etc. Et donc on ne peut pas laisser faire. C'est quoi votre analyse? Je pense que ce climat ressemble beaucoup à celui qui a précédé l'élection présidentielle de 2019 et un peu moins à celui de l'élection, enfin du référendum sur la Constitution de
2020, il y avait une vague d'arrestations de personnalités, mais ils sont montés effectivement crescendo dans ces pratiques-là à barbozardes qu'ils n'ont pas utilisées jusque-là. Si vous vous rappelez, en 2019, ils avaient cerné le siège du RCD, ils avaient même interpellé publiquement le RCD en lui rappelant qu'il abritait des activités d'organisation illégale. C'était le pas tout à fait. Et puis, des gens qui passaient, à un certain moment, ils ont même diffusé des informations selon lesquelles ils abritaient des militants qui étaient armés ou je ne sais quoi d'autre et tout. Donc, c'était à peu près, mais jamais ils sont arrivés à la contrainte physique comme ils sont en train de faire avec Mme Assoul. C'est un autre niveau. Et à chaque fois, ils essayent de... Ils sont allés à peu près dans le même ordre de répression lorsqu'ils ont arrêté Karim Tabou, Fodil Boumala et Samir Belarbi, lorsqu'ils les ont, entre guillemets, kidnappés dans la rue à la veille des présidentielles de 2019. Donc, cette vague de répression, à mon avis, veut sécuriser, entre guillemets, au maximum pour le pouvoir, bien entendu, ce qu'ils considèrent être une panacée, une solution à toutes les crises actuelles, c'est-à-dire l'élection législative du 12 juin prochain. La preuve, c'est qu'ils sont en train de bien protéger les partis, y compris ceux qui étaient soi-disant dans l'opposition. Ils sont en train de les choyer. Par contre, les gens qui restent encore dans la rue, ils sont poursuivis. L'objectif principal, primordial à mon avis, premier plutôt du pouvoir, c'est d'arrêter le Hirak avec tous les moyens possibles. Donc ça va au-delà du 12 juin. Il y a le porte-voix de ce pouvoir. Donc c'est M. Tebboune qui essaye de donner un habillage un peu acceptable politique, même si parfois il use d'un vocable un peu qui n'est pas tout à fait celui qui devrait tenir à président de la République. Il y a les appareils sécuritaires qui sont en train d'opérer des rafles absolument abominables dans tous les milieux et ils sont en train de faire même des interprétations de la loi comme ils le veulent parce que naturellement, un corps de sécurité n'a pas le droit d'appeler un parti politique pour arrêter ses activités. Ce n'est pas son rôle. Il y a la justice en principe quand il y a des dépassements. Mais un appareil sécuritaire ou un agent des services ou je ne sais qui n'a pas le droit. Je disais l'autre jour, parce que certains nous parlent de l'Algérie nouvelle, qu'en plus des arrestations de ce qui est visible, il y a la terreur que subissent par exemple les rédactions. C'est une véritable terreur, comme subissent aussi les partis politiques. Et on reçoit des appels quasiment de manière régulière. Et ça ne se limite pas uniquement aux journaux, aux médias, soi-disant, qui rapportent à votre opposition. Même les médias qui leur sont favorables, ils reçoivent des appels, parfois pour des articles qui sont même favorables au pouvoir. C'est-à-dire que c'est pour leur dire que nous sommes toujours là. Il y a une prise en main sécuritaire du pays de manière absolument hallucinante et parfois il m'arrive personnellement de me poser la question à quoi a servi le mouvement populaire si pour uniquement chasser plutôt Bouteflika et venir aujourd'hui le remplacer par une dictature que le monde moderne n'a pas beaucoup connue, du moins si... J'en profite pour placer celle-là. Enfin, j'ai perdu mes habitudes de présentateur, je m'en excuse auprès de Khaled Rani, donc je vais dire quand même celle-là. La dernière fois que j'ai vu Mouloud Hamrouche, dont je suis proche, puisque je l'ai soutenu en 99, et qui a... On ne va pas beaucoup le voir parce que ça peut faire baisser le moral quand c'est quelqu'un d'extrêmement lucide sur la situation, peut-être un peu trop. Et je me rappelle avec l'ami à qui on avait rendu visite, on était en plein Hirak, hein. Ça fait avant la coupure, avant la trêve du Covid. Et il nous disait, il ne faut pas exclure aussi l'hypothèse où vous allez regretter Abdelaziz Bouteflika. Il avait dit, on s'était regardé des ces Mouloud, voilà, une de plus quand même. Saïd Saadi l'a dit publiquement d'ailleurs. Il l'avait peut-être dit en premier. Le Hirak dans les wilayas, est-ce que ce n'est pas le maillon faible? Qu'on essaie les wilayas à l'intérieur du pays, Alger est aussi une wilaya, mais on va dire, est-ce que ce n'est pas le premier maillon dans cette stratégie de la répression? Est-ce que ce n'est pas le premier maillon sur lequel on essaie de taper? On a vu Oran, Oran c'est la deuxième ville du pays. On a le sentiment que sur une carte d'état-major, on a décidé de bloquer d'abord Oran avant de s'occuper du reste. Mais à Stéif, là où tu es, Walid, est-ce qu'on sent qu'il y a une pression particulière pour faire en sorte que le Hirak ne soit circonscrit que dans quelques villes barques et on élimine les villes moyennes et les petites villes? Alors à ce propos, si je parle de Sétif, ça marche bien pour le moment, il n'y a pas de répression, il n'y a pas... disons que le Hirak de Sétif, il est bien
On va t'inviter plus souvent au Café Presse Politique. On a besoin de ce genre de nouvelles. Ah oui, certainement. Parce que bon, c'est pas le Hirak, il se passe pas qu'à Alger. Il faut ça. C'est pour ça qu'on en parle. Justement. Mais donc, à Sétif, pour le moment, ça marche bien, le Hirak, par rapport, disons, aux autorités et tout. Parce que, au bout d'un moment, il n'y avait même pas les drapeaux algériens. Je rebondis, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que les leaders du Hirak peuvent venir faire une marche nationale à Sétif? Est-ce que c'est envisageable? Ah oui, certainement. Il faut les inviter, ils pourraient venir marcher. Les leaders du Hirak, ça veut dire? Tous les leaders qui parlent. Il y a eu déjà des leaders du Hirak, les figures, les avocats, les étudiants, les personnalités connues. Oui. En fait, les personnalités connues, c'est... Je ne vais pas citer de nom parce que je risque d'en oublier et ça fera des mécontents. Oui, d'accord. Parce que le terme déjà, leader de Hirak, c'est... un peu ambigu, des figures, donc des personnalités connues, oui, certainement, ils peuvent bien faire le Hirak à Sétif et c'est tout à fait normal, mais le truc c'est que à Sétif ou bien d'autres wilayas comme on voit à Constantine ou bien un peu dans la région de l'Est, il n'y a pas beaucoup de répression parce que ça marche dans une voie où c'est bien contrôlé, c'est bien... moi, je trouve par exemple à Sétif, c'est vraiment vide du contenu politique. Là, on est sur une dérive que ça me plaît pas sincèrement parce que je regardais dans les mondes d'ordre. Disons ça, oui, parce que j'ai bien remarqué avant parce que moi je vois un peu le contraste par rapport à avant que je sois emprisonné et après en sortant. On peut rappeler la date de ta libération, Walid. Hein? On peut rappeler la date de ta libération. Le 31 janvier, ouais, j'étais 2021 bien sûr. Et donc j'ai bien remarqué la différence et que il y a plus cette unité là, il y a plus donc il y a quelques conflits entre les hirakistes et tout que c'est pas dans le faveur de Hirak, c'est bien clair. Et on voit un petit peu dans les wilayas de l'Ouest qu'il y a une grande répression, c'est bien clair. Il y a Oran qui résiste tout le temps, qui continue, qui lâche pas, mais il y a une très grande pression sur eux. Moi, d'habitude, ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est bien que je fais des cartographies pour voir un petit peu ce qui se passe dans les élections passées. Généralement, on voit bien que la région de l'Est, elle votait pas autant que l'Ouest, soi-disant, si je me permets de dire ça, ce sont des faits. Et là, on voit dernièrement, avec le temps, on voit bien qu'une wilaya comme Oran, ça vote de moins en moins. Et donc, on comprend bien ce qui se passe, on comprend bien pourquoi cette répression. Et ça fait un petit peu la même chose pour le Sud, parce que on voit qu'ils perdent de plus en plus de voix, ils perdent de plus en plus de légitimité, et les gens ne veulent plus de vote. Donc, par contre, eux, ils continuent dans leur ligne, ils veulent pas comprendre, ils veulent pas discuter, ils veulent pas écouter la voix du peuple. Ils continuent dans leur ligne, comme vous parlez tout à l'heure, avec tout ce qu'ils font, avec toute la répression, avec tout l'acharnement contre soit les partis, différents organismes, les activistes, tout le monde, quoi, même des simples citoyens qui sortent dans le Hirak ou pas, qui sont opposition, parce que pour dire que le Hirak, il représente pas toute l'opposition, hein, c'est ça. Et puis donc ils sont là dans leur ligne, ils cherchent pas à comprendre, ils continuent ils continuent dans l'escalade. C'est ce que ils continuent dans l'escalade. Pour peut-être finir de comprendre cette démarche de cartographie, de stratégie, de répression, etc., de couper peut-être les villes finalement un peu du centre du pays, et on va arriver au centre du pays avec cette affaire du MAC. Je me rappelle, maître Zouida Assoul, que vous avez plaidé à Oum El-Bouari et les autorités locales étaient fiers de dire que le Hirak, il n'y avait pas, ou ne voulaient pas qu'il y ait du Hirak à Oum El-Bouari. Est-ce qu'il y a, aujourd'hui on est préoccupé par Oran, est-ce qu'il y a des logiques locales de wali ou de chefs de sûreté, des sécuritaires locaux qui veulent avoir des résultats, entre guillemets, dans la répression
plus spectaculaire pour dire à Alger, au centre, que chez nous, on a nettoyé. Est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, l'acharnement des services sécuritaires à Oran? À un moment donné, moi, je l'avais expliqué dans un article par je ne me rappelle plus de son nom, le général qui tenait la 2e région militaire, qui était très proche de Ahmed Gaïd Salah et qui faisait de l'excès de zèle. Quand Ahmed Gaïd Salah nous insultait le mardi, lui, il ratatinait le vendredi. Bon, ça a changé depuis parce qu'il a quitté son poste, mais on a l'impression qu'il y a des logiques locales d'essayer de casser un peu plus que son voisin d'à côté. Je pense qu'il y a de cela, mais en fait la volonté politique réelle qui est le fil conducteur de cette politique de répression, en fait elle vient d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de stopper le Hirak. Ça, c'est une donne qui maintenant se vérifie de jour en jour, de semaine en semaine. Il est fort probable d'ailleurs qu'on puisse utiliser encore une fois la Covid, la relance de la Covid pour c'est prévu qu'on en parle, mais je veux juste dire un mot. On est mercredi et mardi, hier à Alger, pour la première fois depuis la reprise du Hirak, la marche des étudiants a été empêchée et il y a eu plus de 150 interpellations. Donc il y a cette volonté, elle est affichée, elle est vérifiée au fil des jours. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle l'excès de zèle, parce que vous avez bien fait de citer le cas d'Oum le Bouakhi, parce qu'on est parti défendre avec des confrères un hirakiste d'Oum le Bouakhi, et dans le dossier, ce n'est plus un secret puisque l'audience publique a eu lieu, eh ben, le Wali avait décidé 0 hirak à Oum le Bouakhi. Et donc, ce hirakiste résistait parce que ce sont des jeunes qui sont là, qui sont convaincus, qui veulent continuer. Et donc, c'est écrit. Mais ce Wali, il a fait même mieux. Parmi les chefs d'inculpation qu'on lui reprochait, c'est offense à la personne du président de la République. Mais l'offense, dans le code pénal, l'article 144 bis, c'est uniquement une amende. Or, le Wali, au nom du président de la République, il a même été jusqu'à demander des dommages et intérêts au nom du président de la République, à ce prévenu. Donc, c'est vous dire, oui, l'excès de zèle est là, chacun veut prouver à l'autorité ou aux hautes autorités du pays que lui, il fait mieux que ce qu'on lui demande, et donc, il fait mieux, donc, 0 hirak. En fait, c'est ça. La démarche est celle-là, mais je pense que l'orientation vient d'en haut. De toute façon, on est bien d'accord, il ne faut pas le perdre de vue, elle vient d'en haut. Alors l'idée quand même, c'est qu'on essaie de faire en sorte qu'ailleurs ça s'arrête pour pouvoir dire à un moment donné, et j'en veux pour preuve peut-être la dernière déclaration du Haut Conseil de sécurité qui avait ciblé 2 sources de danger. Il a ciblé Rachid en parlant d'un mouvement qui a des référents proches des terrorismes, nous on a compris Rachid, et il a parlé de séparatistes qui deviennent dangereux, et c'est le MAC, et on a le sentiment que la trame doctrinaire de cette attaque, de cette stigmatisation, c'est le terrorisme. En fait, on a le sentiment que les services de sécurité ne savent lutter que contre des forces organisées en groupes armés et avec des actions terroristes, et essaie de nous emmener vers ce terrain-là. Ça a pris une tournure un peu plus préoccupante cette semaine avec la dahdohdisation du MAC qui serait en train de préparer un maquis en Kabylie. Les gens en Kabylie sont très 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 préoccupés. Je voulais avoir quelqu'un avec nous qui vit là-bas, ça n'a pas été possible, mais dans la semaine on va probablement faire une émission spéciale sur ce choix de essayer de faire passer toute une région dans le camp de la rupture de la paix civile. Vous n'ignorez pas que ce n'est pas une invention des autorités algériennes, cette histoire-là de chercher un ennemi même invisible, c'est connu. Ils ont essayé d'abord en 2019 de jouer sur cette corde-là. À l'époque, ils ne parlaient pas du MAC, mais ils parlaient du groupe séparatiste, du groupe terroriste. Ils ont même évoqué la possibilité de bombes, pour certains groupes terroristes, de faire des bombes à Alger. Et puis, depuis quelques semaines, nous avons observé un nouveau scénario qui a plusieurs étapes. Ça a commencé par les attaques de Benzaïm, qui parlait de Zouave. On peut rappeler qui c'est? Benzaïm, c'est un sénateur à Falan, qui a même des présomptions d'affairiste notoires, notamment à Alger, à l'est du pays, et qui, du jour au lendemain, poste sur sa page Twitter un post bizarre, sorti de nulle part, qui parle de Zouave. Faites attention, il y a une région qui était la source des Zouaves. De corps de Zouave, qui est un corps français qui a démarré effectivement en Kabylie, mais qui a été élargi par la suite à toutes les régions du pays, qui a été dissous par la suite. Et puis la deuxième séquence, c'était Saïd Ben Zdira qui la voit
d'une certaine partie des services secrets à Londres, qui commençaient à même proposer de gazer une partie de la Kabylie parce qu'à l'abri des séparatistes et des terroristes, parce qu'ils ont manifesté le 20 avril, alors que chaque année, depuis au moins 2003, ils manifestent le 20 avril et leur drapeau est connu, leur discours est connu, leur littérature est connue. Et la troisième étape, ils ont profité d'un match de la GSK en Coupe d'Afrique où ils ont brandi le drapeau, l'emblème berbère à l'occasion du 20 avril, alors que c'était à la fin du match, ils étaient en tract, mais dans la partie officielle, ils ont utilisé le drapeau algérien, mais personne n'a parlé de ça. Ils ont uniquement pris la photo à la fin du match. Et la majorité des joueurs ne sont même pas issus de la Kabylie, ils sont issus d'un peu partout en Algérie. C'est des joueurs qui sont venus de toute l'Algérie. Ça, c'est la magie du mercato du football. Oui, tout à fait. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris toutes ces séquences-là pour arriver au communiqué du ministère de la Défense qui évoquait un homme que tout le monde connaît dans son village, qui n'a absolument rien à voir avec le MAC, et qu'on a présenté comme un vendeur d'armes, alors que la question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est comment il se permettait de vendre et d'acheter des armes. Ce n'est pas des patates qu'il vendait, qu'il achetait. Il dit, on venait chez moi pour acheter des armes. C'est-à-dire qu'il vendait ces armes, ce type-là, et pendant des années, personne ne le connaissait, alors que c'était un repris de justice. Il est connu des services judiciaires. Mais le problème de fond, ce n'est pas celui-là. Le problème de fond, à mon avis, c'est comme dans toutes les crises du monde, on essaie de créer d'abord un ennemi interne, et puis un ennemi externe. Il n'est pas exclu que demain, on nous crée un ennemi externe pour détourner l'attention des Algériens, faire des versions et faire tourner les regards. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tous les partis politiques, quasiment tous les partis qui soutiennent le pouvoir, ne parlent que du MAC. Du jour au lendemain, ils découvrent que le MAC existe. Alors que pendant des années, on a ignoré, il y a eu des discours, il y a eu des manifestations, il y a eu même des tribunes dans la presse. On ne s'est pas intéressé à ce mouvement et aujourd'hui, on découvre qu'il existe. Aujourd'hui, Tala El Hurriyat, le MSP qui fait une conférence de presse, Karim Tabo, personnellement, qui s'acharne ces derniers temps, on dirait qu'il n'y a pas d'autre combat à mener que celui-là. Mais c'est incroyable que ça devient un champ collectif pour tout le monde, alors que le MAC n'a rien fait de particulier depuis toutes ces années-là, à part la séquence où Farhat... Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler que le MAC est hostile au Hirak? Mais bien entendu... Mais c'est une information qui a l'air d'avoir échappé au Conseil, à Tebboune, à ses généraux. Le MAC est hostile au Hirak. Le MAC considère que la démocratie, il n'y a que la Kabylie qui peut la porter. Et lorsque toute l'Algérie est sortie le 22 février, il me semble que c'est le premier... C'est la mort de son projet. Donc j'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on peut... Walid, si tu as une réponse, parce que c'est vraiment une situation caricaturale et on peut la... Je trouve que c'est une stratégie simple des systèmes dictatoriaux qui se répète à chaque fois. C'est tout à fait normal. C'est comme il vient de dire que il faut créer un ennemi de l'intérieur et que cet ennemi-là, c'est bien clair. C'est une région du pays qui était toujours à l'opposition, qui était très radicale avec ce régime et que il faut utiliser quelques éléments pour la diaboliser et du coup en parlant du MAC comme si ça représente toute la région, ça colle et ça passe pour des personnes et on a vu ça avant les élections présidentielles, donc on revoit ça avant les élections législatives et à chaque fois ça se répète. Donc en vérité, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait normal parce que on voit, malgré que je respecte tout activiste, tout militant pour peu importe la cause qu'il porte, malgré que je suis pas d'accord avec plein, mais tout le monde a le droit de s'exprimer, de faire leur activité politique tout le temps normalement possible, d'écrire, de penser, de faire. Donc oui, certainement dans le cadre éthique. Mais de les empêcher de parler ou bien d'être actifs, ça c'est c'est tout à fait contre les bases et les principes de la démocratie et de la République. Oui, bien sûr. Si tu permets, c'est que justement tu viens de rappeler quelque chose d'intéressant, c'est que Farhat Mahni, au début du Hirak, il a appelé ses militants à ne pas marcher parce que le Hirak, c'est un projet national et lui, ça ne l'intéresse pas, un projet national. Et il a montré à les militants du MAC ont montré à l'époque qu'ils étaient, y compris en Kabylie, qu'ils étaient une petite masse marginale qui n'arrivait même pas à s'imposer dans la manifestation. Donc ça ne les intéresse pas, au contraire, ça travaille contre eux, ce Hirak. Et c'est pour ça que le pouvoir, je trouve que certains de gens qui sont au pouvoir, je suis désolé de le dire, mais ils n'ont pas de cervelle parfois.
Ils n'ont pas de cervelle tout le temps. Parce que essayer de après ce qui s'est passé, essayer de remettre la Kabylie, parce qu'aujourd'hui, le sentiment en Kabylie, et je comprends, on n'est pas avec le MAC, mais si c'est comme ça que vous traitez ce qu'on pensez, on redevient MAC. Jamal Zenati, qui ne s'est pas exprimé depuis longtemps, il a publié sur Facebook « Je suis MAC », alors qu'on sait très bien, Jamal Zenati, premier secrétaire du FFS pendant quelques années, il est dans le projet national de transformation, etc. Les dossiers sécuritaires, je pose d'abord la question à l'avocate. On a le sentiment, on a eu l'affaire d'Hdouh, on a cette affaire-là, je n'aurais pas retenu son nom, de ce pauvre monsieur qui est vendeur d'armes et qui en a vendu au MAC. Quand ça arrive devant une cour, tout ça, c'est tellement invraisemblable, c'est juste pour gagner du temps. On sait très bien que ça ne peut pas aller très loin devant des juristes, devant des avocats de la défense qui travaillent un petit peu. Non, le problème qui se pose, c'est que c'est vrai que nous, on a l'expérience quand même maintenant depuis 2 ans du Hirak, qu'on a vu les multitudes de dossiers qui ont été traduits devant la justice pour les Hirakis, pour les politiques et tout ça. On peut vous monter un dossier sur n'importe quoi et on vous cherche des chefs d'inculpation selon l'orientation politique, selon la diversion, le degré de diversion et la diabolisation qu'on veut justement coller aux uns et aux autres. Donc c'est ça le leitmotiv au départ. Après, bien entendu, ce qui est dramatique, c'est quand même ce que moi je ne comprends pas, c'est quand même comment diaboliser toute une région, la Kabylie, qui a son histoire révolutionnaire, qui est dans le Hirak, qui est pour l'unité nationale, qui milite pour une Algérie démocratique, mais dans le cadre de l'unité territoriale, mais aussi l'unité du peuple. Comment aujourd'hui on peut faire un dérapage pareil? C'est quand même très dangereux pour la stabilité du pays. C'est-à-dire s'investir dans un tel registre, pour moi c'est un danger pour le pays, c'est un danger pour le... Et c'est aussi presque une perche qu'on tend à tous les extrémismes. Aujourd'hui, si on veut au contraire chercher la stabilité et l'unité du pays, c'est pas la bonne manière. En tout cas, c'est pas la bonne manière. Donc tout le monde sait que le MAC est une minorité comme mouvement. Tout le monde, moi j'ai été en Kabylie dans beaucoup de villages, j'ai fait des activités avec des citoyens qui sont nationalistes à un point inimaginable, mais aussi très unitaires. Donc aujourd'hui, diaboliser la région de la Kabylie, pour moi, c'est quand même un virage assez dangereux. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la Kabylie, bon, c'est clair que pour les législatives, c'est perdu. On n'a pas besoin de revenir là-dessus, même s'il peut y avoir des candidats et des listes. MSP n'a pas pu faire de liste à Tizi Ouzou. Son responsable a attaqué. Il a dit qu'il y avait des groupes qui se comportaient comme les groupes terroristes dans les années 90. Ouais, c'est permis de dire ça. Alors, les législatives, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Voilà, tout ça pour ça. Est-ce que cette nouvelle séquence hyper répressive, est-ce que c'est pour juste tenir les législatives, alors qu'on sait très bien que ce n'est plus un enjeu? On a une constitution, c'est pas à mettre à ce que je vais le rappeler, qui est hyper présidentialiste, et donc l'Assemblée nationale c'est un enjeu secondaire parce qu'elle n'a pas suffisamment de prérogatives. Et donc pourquoi s'engager dans un bras de force? On peut comprendre qu'on veut arrêter le Hirak, mais on sait très bien que c'est pas de cette manière qui va être arrêté, parce que sauf à passer à l'internement administratif, on passe dans une sicisation du système. Peut-être que c'est vers ça qu'on s'achemine. On ne sait pas, c'est une question que je vous pose, mais législative. Comment vous l'appréhendez, vous, cet enjeu-là? Est-ce qu'on a une idée déjà de la majorité qui va s'en dégager? Moi, je l'ai déjà dit, Ihsan, et tant mieux que tu poses cette question, parce que je l'avais dit quand il y a eu le dernier amendement de la loi électorale par, bien sûr, une ordonnance du chef de l'État, puisqu'il légifère depuis la dissolution de l'APN, il légifère par ordonnance. J'avais dit que l'enjeu de ces législatives, c'est que c'est déjà annoncé dans la Constitution, l'article 103, qui dit clairement que les élections législatives, l'enjeu pour Abdelmajid Tebboune, c'est d'avoir sa majorité. D'ailleurs, il introduit la majorité présidentielle et c'est ça l'enjeu pour lui. La deuxième chose, c'est que sa dernière déclaration lors de sa dernière conférence de presse, on lui a dit et si jamais le taux de participation n'était pas important, et il a dit on s'en fout. Même s'il y a 2 ou 3% qui participent, le taux n'a pas d'importance. Donc c'est dire à quel point le pouvoir se soucie très peu
du taux de participation, de la représentativité de ce Parlement, parce que ce qui l'intéresse, c'est avoir sa majorité, dire voilà, j'ai ma majorité. Et d'ailleurs, il a même rajouté, c'est pas grave les partis politiques. Aujourd'hui, on peut faire une assemblée avec la société civile. C'est vraiment quelque chose d'inédit, d'ailleurs, dans la pratique démocratique et dans le système institutionnel et parlementaire à travers le monde. Donc aujourd'hui, il a fait pire que Bouteflika. C'est ce que je dis, moi, c'est que Bouteflika, au moins, il respectait un tant soit peu la forme, une certaine forme. Aujourd'hui, non, Abdelmajid Tebboune ne se soucie plus de cette forme. Il avait même déclaré en disant que moi, j'ai 10 millions qui ont voté lors des élections du 12-12, donc son élection, et que le reste, je m'en fous, à la limite. Ça, c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, mais on sait très bien, on connaît les résultats puisqu'ils sont affichés dans. Il n'y a pas eu 5 millions, il n'y a pas eu 10 millions. Il y a eu 4 millions exactement 600 000 voix, mais aujourd'hui, il dit 10 millions de participants, parce qu'il a compté aussi les bulletins nuls, les bulletins qui sont contre lui, les autres candidats, etc., etc. Mais aujourd'hui, quand un chef d'État, quand quelqu'un a cette responsabilité à ce niveau-là, et qu'il dise moi, j'ai 10 millions, supposons que ce soit 10 millions, et le reste des Algériens, les 32 millions, ne compte pas, c'est quand même assez grave. Le reste, c'est le peuple, donc c'est la jeunesse, donc c'est 70% de... Je me retourne vers le journaliste Ali qui suit l'actualité politique de très près. Est-ce qu'on a une indication de ce qui va se passer le 12 juin avec le nombre de parrainages glanés par les 11 partis qui ont franchi le cut et qui ont été acceptés par l'ANI? Est-ce que ça peut nous donner une indication? Parce qu'on est quand même curieux de savoir à quoi va ressembler cette assemblée. Il y a 2 jours de cela, j'ai rencontré une candidate d'un petit parti islamiste qui est redevenu nationaliste, à qui j'ai dit que vous serez classé 6e ou 7e parce que le classement est... Pardon, un petit parti démocratique? Non, islamiste qui se dit maintenant nationaliste. Bon, je ne vais pas faire de la publicité ici, mais le classement est clair dès le début parce qu'ils vont classer... il y aura les listes indépendantes qui vont rafler, je ne sais pas comment ça va se passer, mais qui seront en tête, et puis un des partis de l'opposition, probablement les islamistes, et les anciens partis du pouvoir qui ont une bonne assise, du moins structurelle sur le terrain. Il ne faut pas se leurrer, le Premier ministre va être désigné par le chef de l'État, il va faire exactement ce que fait l'actuel Premier ministre, on va continuer dans la même politique, on va faire... Donc tu as viré Jarrad? Jarrad, il va partir, Jarrad. C'est clair qu'il va partir, Jarrad, parce qu'il a dit lui-même aux gens qu'il a reçus récemment, ceux qui ont voulu bien partir chez lui, il leur a dit que les grands changements, entre guillemets, interviendront en juillet. Mais entre-temps, il nous a ramené, par exemple, celui qui portait les portraits de Bouteflika comme ministre du Tourisme. Donc, il y aura probablement de nouvelles figures dans le prochain gouvernement, mais il ne faut pas se leurrer, c'est le même pouvoir qui va continuer. Walid Kchidej, je voulais te faire réagir à quelque chose qu'a prononcé tout à l'heure, c'est un rappel, Maître Zoubida Assoul, la proposition du 16 février de l'UCP. On demande, nous, par exemple, dans l'IDA 22, on interpelle les acteurs politiques pour qu'ils fassent des propositions sur une feuille de route politique. Je sais que tu es très hirak et très attaché à ce qui n'est pas des têtes qui dépassent à ne pas aller trop vite dans le sens d'un dialogue. Est-ce qu'une proposition de présidentielle anticipée en 2022 avec un gouvernement de compétences nationales entre-temps pour préparer cela, ça te parle ou tu considères que ce n'est pas une bonne proposition? Bon, je dirais pas une bonne ou une mauvaise proposition parce que ça pourrait être bien, mais moi je suis plutôt sur une autre perspective parce que comme vous parlez tout à l'heure des législatives, c'est qu'on est toujours là branché avec ce que les autorités sont en train de faire. C'est tout à fait normal, on est en train de regarder la scène politique et tout. Mais mon approche, c'est bien que l'opposition, en gros, que ce soit parti, organisme, activiste, même hors Hirak et tout, qu'il arrête d'être réactionnaire par rapport à ce que les autorités sont en train de faire, parce qu'on voit que... Réactionnaire au sens de réagir. Oui. On arrête de réagir. Exactement. C'est-à-dire il faut Pour moi, les législatives, c'est un non-événement. C'est pour ça que je ne t'ai pas posé de questions sur les législatives, je t'ai posé des questions sur les autres propositions. Oui, justement, parce que c'est un non-événement pour moi et à mon avis, c'est qu'il vaut mieux aller sur une ligne là où on va s'organiser, là où on va ouvrir un dialogue. Alors je te repose la question autrement. Oui, tous les vendredis, les gens sortent, qu'on continue à dire Tebboune, Mandou Chalayat, Jabou al-Askar et l'Akhiri. Bien. Quand on a une proposition politique d'élection présidentielle anticipée, en fait, on est
en phase avec le Hirak, parce que le Hirak ne reconnaît pas Abdelmajid Tebboune et veut toujours son départ. Et donc, quelque part, on a la case de la présidentielle, Mouradia, qui est contestée par le mouvement populaire. Est-ce que est-ce que de parler d'une présidentielle anticipée, parce qu'en fait, je te pose la question parce qu'il y en a qui sont pour une transition où l'élection présidentielle ne doit pas être aussi rapprochée. Ils sont pas ceux qui critiquent cette proposition-là. Ils disent 2022, c'est trop tôt. On va repartir dans l'histoire Ben Saleh et on nous ramènera un autre, etc. Et je voulais te faire réagir sur cela. Alors, à ce propos, moi, je pense que la solution sera bien de s'organiser, ouvrir un débat national. Donc, l'organisation, ça sera, j'imagine, donc à base de courants politiques et à ce moment-là, ça sera ouvert à tout le monde, pas que. Enfin, je concentre sur ça, c'est que ça pas que pour les hirakistes, parce que l'opposition ailleurs, il y en a beaucoup qui ont déserté le Hirak à cause de quelques. C'est une autocritique au Hirak en tant que hirakiste, à cause de quelques, disons, comportements qui essayent d'éliminer. Je t'ai pas relancé sur ce sujet tout oui, à l'heure. Mais j'arrive. Tu nous avais parlé de problèmes à Stef et je comptais revenir sur ça. Oui, mais j'arrive justement. Moi, je compte vraiment sur l'esprit ou bien la pensée collective, là où les gens vont se rassembler tous et il y aura un compromis. Donc, après cette organisation, cette plateforme, ce réseau national, il y aura un débat pour sortir avec une ligne, une feuille de route, qui sera là, au moins là, on va créer un rapport de force avec les autorités, avec le pouvoir. Et donc, j'imagine que toi, tu as plutôt reçu positivement la proposition d'Abdelwahab Felsaoui d'organiser une rencontre nationale. Oui, sincèrement, je ne suis pas sur cette voie exactement, mais c'est pas mal. Je trouve que c'est un bon début. Là, je ne sais pas ce que ça va devenir parce que je pense que c'est annulé. Mais si on peut au moins ouvrir un débat de plus en plus entre hirakistes et autres opposants en dehors du Hirak et essayer de penser collectivement pour aller sur une feuille de route qui va plaire à tout le monde, qui va arranger tout le monde, qui va satisfaire la majorité de la population. Alors que si il y a... Parce qu'on a vu dès le départ du Hirak... Ça interpelle directement les acteurs. Oui. Non, c'est juste qu'il y avait un élément qui manquait dans la proposition que peut-être je n'ai pas exprimé, c'est que nous, on n'a pas dit que l'objectif n'est pas l'élection présidentielle anticipée. Aujourd'hui, le pays est complètement bloqué politiquement, économiquement, socialement, sur tous les plans. On est dans une situation chaotique. Alors, il faut d'abord débloquer, sortir de l'inextricable dans lequel on se trouve. C'est-à-dire annoncer Abdelmajid Tebboune avec sa maladie, avec toutes les difficultés qu'il a à gérer le pays, à faire les choses qu'il doit faire. Donc, débloquer d'abord. Pourquoi ? Parce que y compris les étrangers, et moi je peux vous le dire, tous les ambassadeurs que j'ai vus, le premier mot qui revient chez eux, c'est la stabilité en Algérie. La stabilité en Algérie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a presque un consensus à l'international, et il ne faut pas sortir de l'ordre constitutionnel. Donc c'est pour ça que nous, quand on a proposé en tant qu'UCP cette proposition d'élection anticipée, c'est-à-dire permettre à Abdelmajid Tebboune de sortir quand même par le haut et non pas le faire démissionner. Et pourquoi aussi on ne veut pas la démission de Abdelmajid Tebboune ? Parce qu'on va retomber sur Goujil, qui est lui président du Sénat. Donc ce serait plus un scénario Lamine Zeroual. Par contre, à côté de cela, et à côté d'un gouvernement de compétence nationale, on a proposé qu'il y ait une conférence nationale où elle regrouperait l'ensemble, les hirakistes, l'opposition, les élites et tout ça. Mais quel sera le sujet ? Parce qu'on ne peut pas régler tous les problèmes en une seule fois. Le rôle de cette conférence, c'est comment trouver ensemble et consensuellement quels sont les mécanismes, les voies et moyens de garantir des élections propres, transparentes et crédibles et plurielles. En fait, c'est ça l'objectif de cette conférence, parce que vous ne pouvez pas tout régler. Maintenant, là où il y a un petit bémol à votre proposition, que les hirakistes se rencontrent et qu'ils trouvent une proposition politique consensuelle, vous savez très bien que le Hirak est pluriel. Il y a les conservateurs, il y a les islamistes, il y a les laïcs, les modernes, les centristes, il y a de tout. Donc vous ne pouvez pas trouver un programme
qui puisse satisfaire toute cette partie. Par contre, la conférence nationale peut, tout le monde, quelle que soit la tendance, on peut discuter ensemble quels sont les mécanismes et les moyens et les garanties qu'on peut, nous, ensemble, les mettre en place, et comme ça, tout le monde va respecter ces règles de jeu dans une élection, qu'elle soit une élection présidentielle ou autre. Parce qu'il faut bien commencer par un début. Et comme aujourd'hui, donc il faut régler le problème de la légitimité. Si on règle le problème de la légitimité d'un président, ensuite toutes les institutions par la suite vont être légitimes parce que ce sera le choix du peuple qui, lui, aura arrêté les voies et moyens et les mécanismes de garantir des élections transparentes et crédibles. Voilà. Est-ce que je peux répondre à ce Oui, propos? bien sûr, Oui, ça va faire rager Mustafa qui doit aller rentrer à Blida pour le phtor, mais on va lui faire attendre. Il n'y a pas de problème. Et donc, à ce propos, c'est que là, on est en train de tourner en rond parce que on est en train toujours de parler de personnes alors que le régime actuel, il n'est pas réduit à une personne. Parce que si on parlait avant de Bouteflika, il faut qu'on enlève Bouteflika, c'est bon, il est enlevé alors qu'il est remplacé par Tebboune. Alors que les choses sont encore empirées, comme vous avez constaté tous. Et je pense que cette solution-là, c'est vraiment aller à court terme, enfin aller doucement pour changer les choses et puis après essayer de discuter. Et je vois que vous répétez le truc pour aller à des élections libres. Il y a la conférence, la proposition de la Non, conférence. j'ai bien entendu, elle a insisté sur ça, mais c'est surtout sur les élections libres, alors que je pense qu'il faut changer tout un système. On n'a pas besoin que des élections libres, bien sûr qu'on veut ça pour la démocratie, mais il faut changer tout un système, et pour ça, il faut bien est-ce qu'on est sur la même voie? Est-ce qu'on voit tous l'Algérie de demain de la même manière? C'est ça qu'il faut s'entendre et de dire là, que... c'est un pacte. Ça, c'est un pacte. Oui. C'est un pacte sur le contenu de l'alternance. Oui, voilà. Et donc... Est-ce qu'on a une chance, Walid a parlé de report, enfin d'annulation, en fait, il s'agit plus de report de cette idée de rencontre nationale consultative du Hirak à Kharata. Est-ce qu'on a une chance quand même d'assister à une marche unitaire de l'opposition à Kharata le 8 mai? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile, des activistes qui travaillent pour cette unité. D'abord, constituer cette unité sur des objectifs précis. Et même si ce sont de petits objectifs. Au départ, je pense que beaucoup de gens travaillent dessus. Et nous, en tant qu'UCP, de toutes les manières, à chaque fois je le dis, on est toujours partisans de toute démarche qui peut converger ou faire converger les idées des uns et des autres pour arriver à un certain moment quand même à un minimum, un SMIC de consensus sur une situation donnée. Bien évidemment, surtout que maintenant, nous avons encore plus d'obligations qu'auparavant parce que le pouvoir continue à dérouler sa feuille de route, nonobstant tout ce qui se dit, tout ce qui se fait dans le Hirak et l'opposition, et que en plus il rajoute une escalade de répression, d'atteinte à toutes les libertés et d'atteindre même les partis politiques. C'est quand même dangereux. Donc effectivement, il est très très opportun, plus que jamais aujourd'hui, de chercher ce travail en commun et cette synergie entre toutes les forces, qu'elles soient politiques ou activistes ou toutes les élites qui sont toujours fidèles à la révolution pacifique et à ses objectifs. Merci Ali Boukhler pour la disponibilité. Merci Walid d'être venu nous rendre visite pour la première fois à Radio M. Merci Maître Assoul. Je ne terminerai pas cette émission sans la dédier à un de mes maîtres. Maître Ali Abdelnour, qui a disparu cette semaine, dont nous n'avons pas parlé parce que nous allons évidemment lui consacrer à Radio M une émission spéciale. C'est un patrimoine, c'est un grand gisement que nous allons évoquer dans les règles. Ce soir, c'est son 3e jour chez la famille à El Biarlah Ahmou Saleh. C'était une émission très pénible pour moi parce que pendant l'émission, il y a les Chouichas qui ont été interpellés, il y a notre ami Hicham Riyad, il y a plein d'arrestations qui se poursuivent. Ce n'est pas du tout rassurant, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on sera toujours ici pour vous éclairer sur l'évolution de la situation et on sera toujours dans l'espace public, dans les conditions sanitaires qui le permettent,
pour soutenir les mots d'ordre en faveur du changement. Merci beaucoup à vous. Merci de continuer de nous suivre. Et ça haftarkom. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.